Donc, la première Lightning Talk pour aujourd'hui est Am I Incognito? Bonjour, je m'appelle Tanoï Bose. Donc, c'est un petit projet sur la vie privée sur lequel j'ai travaillé. Donc, tout d'abord, concernant ce projet, il y a déjà eu une Lightning Talk à BalSecon 2019. Donc, ça a été un bon début pour moi pour être intéressé par ce sujet. Donc, le talk de Brian parlait de comment on pouvait utiliser Tinder et l'API de Tinder pour faire du mapping et retrouver la localisation d'utilisateur. Donc, quand je faisais mon petit exercice sur la vie privée, donc j'ai utilisé Google Maps. Je regardais un petit peu comment on pouvait essayer d'identifier des informations sur les personnes à partir de Google Maps. Quelque chose qui me surprend toujours, c'est que dès qu'on ouvre Google Maps, au bout de quelques secondes, il est capable d'identifier notre localisation de manière approximative. Donc, je me suis rapproché de Google pour essayer de leur demander comment ils faisaient ça. Et donc ça, c'est lié aux adresses IP. Donc, si vous savez pas exactement ce que c'est, voilà comment c'est. Donc, j'ai essayé de leur demander d'arrêter de partager ma localisation approximative. Ils m'ont dit non, mais en fait, on partage pas vraiment votre localisation, on l'identifie à partir de votre adresse IP. Donc, moi, je viens des Émirats arabes unis. Et l'adresse IP qui correspond à mon fournisseur d'accès à Internet est quelque chose comme... Enfin, et à quelques pâtés de maison de mon domicile. Et maintenant, par exemple, dans Chrome, il y a dans les paramètres quelque chose qui est lié à la localisation. Et il y a quelque chose qui s'appelle les services de localisation Google, où on peut effectuer des appels sur des API et faire des opérations liées à la localisation. Et du coup, on peut faire en sorte que le navigateur soit plus en mesure d'identifier notre localisation. Donc, de plus, je me suis rapproché de quelqu'un qui m'a donné le nom, qui m'a pointé vers quelques sites qui utilisent ce genre de choses pour collecter des informations sur les utilisateurs. Donc, si on n'est pas capable de fournir une adresse liée... Donc ça, c'était assez intéressant parce que cette API-là, elle permet d'obtenir... Enfin, elle donne une réponse en latitude, longitude et une précision également. Donc,
Ce genre d'API, ça existe. On peut les requêter via des requêtes XHR et faire ça depuis n'importe quel site. Et même lorsqu'on a bloqué les paramètres liés à la localisation, on voit que ça va quand même se produire. Donc, on voit que, par exemple, si le code présenté à gauche est exécuté, on a quand même un résultat à droite avec une précision de l'ordre du kilomètre, kilomètre et demi, ce qui reste assez correct. Donc, si vous voulez faire des choses avec des spoofers de GPS, vous pouvez essayer de vous pouvez ainsi vous géolocaliser ailleurs. Ok, le temps est écoulé. Merci. Alors, le suivant, LearnOS. Bonjour, Congrès. Alors, je suis Simon. Je suis à l'Assemblée podcast. Alors, LearnOS, c'est un terme qui vient de l'espéranto, une langue artificielle, et c'est le futur du verbe apprendre. Et donc, on va apprendre et hacker comment on va apprendre tout au long de la vie. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de connaissances à apprendre en un temps de plus en plus court. Donc d'abord à l'école, c'est l'histoire, etc. Et puis ensuite, si on prend l'informatique, etc., la demi-vie devient de plus en plus courte. Et donc il faudrait trouver une méthode pour l'apprendre tous les jours et d'une manière systématique. Le deuxième problème, c'est que notre système éducatif n'est pas du tout préparé pour nous apprendre les techniques d'apprentissage. À l'école, on dit aux enfants qu'on a une approche très formelle avec des méthodes d'apprentissage fixes, et puis on leur apprend pas comment apprendre d'une façon pratique. Et en fait, c'est la même chose hein, dans l'éducation supérieure. On applique de plus en plus de méthodes, etc., dans l'enseignement supérieur. Et en fait, c'est encore pire quand on regarde l'environnement de travail, où pas mal de gens pensent qu'une fois que vous commencez à travailler, l'apprentissage s'arrête, puisque une fois que vous avez arrêté l'école, vous travaillez, et puis que tous les jours qu'on passe à apprendre des nouvelles choses, c'est un gaspillage de temps. Alors, comment hacker l'apprentissage? On va introduire 4 ingrédients, qui sont des méthodes bien connues. Donc, d'abord, une première méthode, c'est Scrum, une approche de gestion de projet. Donc, on imaginerait qu'on aurait des sprints d'apprentissage de 13 semaines qui permettent de donner une cadence à ce process. Donc, par exemple, comme les années d'école. Et donc voilà, dans le système éducatif, les professeurs vous fournissent du matériel, des buts, des objectifs d'apprentissage, etc. Et donc, on ferait 4 sprints par an, avec une organisation assez classique, hein, une préparation, le process d'apprentissage et ensuite une révision, une rétrospective. Alors, on va essayer d'utiliser une méthode qui s'appelle OKR. Alors, c'est une méthode qui était déjà été célèbre chez Google dans les années 90. Donc, un système de gestion, de management. Et donc, ça permettait de gérer les objectifs au niveau à la fois de l'entreprise, des équipes et des individus. Et on mettait des objectifs mutuels assez ambitieux pour chaque sprint. Et il y avait 3 ressources clés qu'on pouvait mesurer, 3 résultats clés qu'on pouvait mesurer. Par exemple, ici au Congrès, on a essayé de développer un petit guide
où on pouvait apprendre à faire des podcasts, etc. Et on avait un sprint. Ensuite, il y a une très vieille méthode de gestion de projets logiciels qui s'appelait le Getting Things Done. Donc, ça consiste à organiser les tâches d'apprentissage soi-même dans une sorte sur un tableau, avec un tableau déjà préparé pour gérer la to-do list. Et ensuite, si on a fait quelque chose, il faut qu'on partage ce qu'on a fait. Donc, il y a cette approche qui s'appelle Working Out Loud, consiste à rendre son travail observable. Par exemple, le mettre sur GitHub, publier des présentations comme je le fais maintenant, parler de son travail, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Par exemple, quand on fait des podcasts, on peut parler de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors, plus de choses pour réfléchir, quelques petites sources. Donc, par exemple, on a les vidéos YouTube ou le podcast de David Allen sur Getting Things Done. Et l'idée, c'est que de toute façon, on va apprendre pour toute la vie, jusqu'à la fin de la vie, en quelque sorte. Alors, l'RNES, c'est un projet que je fais depuis 6 ans, donc on est au milieu, il y a encore 3 ans. Donc, voici les adresses où vous pouvez joindre la communauté. On a un compte Twitter. Et voilà, je voudrais vous motiver à continuer à apprendre. Merci. La prochaine présentation s'appelle SMS for You. Bonjour tout le monde. Donc je suis Félix et je veux avoir des SMS pour vous. Donc pourquoi a-t-on encore besoin de SMS en 2020? Déjà parce que tout le monde ne veut pas avoir de smartphone. Il y a également des services, par exemple, utilisés par les banques qui utilisent des SMS pour faire de la vérification. Parfois, on a seulement le GSM qui est disponible, donc la seule chose qu'on peut utiliser pour communiquer, c'est les SMS. Donc, pourquoi ne pas utiliser SMS seulement avec des téléphones? Donc, il y a beaucoup de raisons pour ça. Donc peut-être que vous êtes en train de voyager et dans certains pays vous utilisez une carte SIM différente, mais vous voulez quand même continuer de recevoir vos messages. Dans mon cas, j'ai pas spécialement envie de me promener avec une carte SIM enregistrée qui permet d'obtenir des informations sur moi. Donc peut-être que vous avez juste un téléphone jetable et peut-être que vous voulez envoyer un SMS à quelqu'un qui n'est pas dans vos contacts et vous voulez utiliser des SMS. Donc, SMS for you à la West Coast. Donc, une raison pour laquelle je fais ce talk, c'est parce que je cherche des gens pour contribuer. Donc, c'est une gateway entre SMS et d'autres moyens de conversation, par exemple les mails ou XMPP. Donc actuellement, l'approche la plus robuste ce serait XMPP. Donc vous allez avoir besoin d'un modem. Vous le connectez à par exemple une Raspberry Pi. Et à chaque fois qu'un SMS va vous être envoyé, vous pourrez répondre. Pareil pour XMPP. Donc ça dépend pas de où vous êtes ou de si vous avez la carte SIM avec vous, vous allez pouvoir utiliser ça. C'est trouvable sur GitLab. Donc c'est sous licence AGPL. Et merci beaucoup. Et allez regarder ça s'il vous plaît. Merci. Je vais faire le suivant ou je le fais? Parce que comme je vais faire celui d'après, je sais pas ce que tu veux. Bonjour.
Donc, je vais vous parler de ce projet sympathique appelé Veripal. Donc, TLS, tout ça, c'est des protocoles cryptographiques. Donc, les protocoles cryptographiques ont la tâche d'assurer certaines garanties en termes de confidentialité, d'intégrité, d'authentification, d'authentification. Donc, des protocoles complexes comme Signal ont besoin d'assurer certaines propriétés cryptographiques telles que la forward secrecy. D'autres protocoles, par exemple RTP, doivent considérer les chats vocaux, par exemple. Donc, gérer tous ces protocoles, c'est compliqué. Par exemple, le TLS a subi plusieurs révisions. 1.1, 1.2, 1.3. 1.3 était la première révision qui a été conçue avec des gens qui vérifiaient de manière formelle le protocole. Donc, la vérification formelle. Donc, en gros, on peut vraiment montrer certaines choses à propos de, par exemple, des protocoles. Donc, de manière générale, la vérification formelle, c'est quelque chose d'assez académique. Donc, par exemple, on peut utiliser des choses comme le prover, le Z3 Theorem Prover. Il y a aussi des frameworks pour le modeling, pour la modélisation. Par exemple, on peut faire un modèle de Alice et Bob qui communique via signal. Et on va pouvoir en déduire si un attaquant peut décrypter du coup les conversations entre Alice et Bob. Beaucoup de gens ont publié des choses à ce sujet. Donc, pourquoi ils ne sont pas aussi utilisés? C'est parce que c'est compliqué. Si vous n'êtes pas un spécialiste en cryptographie, c'est peu probable que vous soyez capable de vraiment vous plonger dans tout ça. Donc, je travaille sur Verifpal. Donc, Verifpal vous permet aussi de modéliser et d'analyser ce genre de choses sur des protocoles, sauf que c'est assez facile à utiliser. Donc, il utilise des choses qui vont limiter la possibilité pour un utilisateur de commettre des erreurs lors de sa modélisation. Et s'il vous plaît, allez voir. Il peut être utilisé sur des protocoles assez complexes, même si c'est facile à utiliser. Donc essayez, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel ou quelqu'un de super élite pour essayer de l'utiliser. Et par contre, regardez le manuel d'utilisation. Lisez-le. Verifpal est libre, open source. C'est tout nouveau, je l'ai publié il y a à peine quelques mois. Et ça doit être intéressant à utiliser. Comme je le disais, c'est libre et open source. C'est sous AGPL version 3. Merci beaucoup. Next up is Crazy Sequential Representations. Alors le suivant, c'est Crazy Sequential Representation, les folles représentations séquentielles. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose à propos des folles représentations séquentielles et qu'est-ce que c'est rapidement. Alors, c'est une expression mathématique où tous les chiffres apparaissent dans l'ordre. Et donc, ils peuvent être soit dans l'ordre décroissant de 9 à 1, soit dans l'ordre croissant de 1 à 9. Alors, peut-être il faut utiliser des chiffres séparés, ou alors vous pouvez aussi les concaténer pour faire un entier plus grand. Et il y a des opérateurs que vous avez le droit d'utiliser, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'exponentiation. Et en plus, vous pouvez utiliser des parenthèses. Et vous pouvez aussi prendre la négation d'un nombre. Donc les chiffres peuvent être utilisés de forme positive ou de forme négative. Donc il y a les CSR croissants et décroissants.
Donc le premier par exemple donne 0 et le dernier donne 11 111. Et jusqu'ici on a trouvé un CSR pour tous les entiers entre les deux, sauf 10 958. Alors du coup on va s'intéresser à est-ce qu'on peut trouver une solution à ça, peut-être par brute force. Alors, donc par exemple, si on prend 4 valeurs ABCD, on va devoir étudier tous les opérateurs qu'on peut mettre entre ceux-là. Donc pour ça, il va falloir boucler sur tous les opérateurs possibles et ensuite voir toutes les valeurs qu'on peut mettre sur ces 4 cases, à la fois en croissant et en décroissant. Ensuite, il va falloir trouver toutes les combinaisons de parenthèses possibles et trouver toutes les manières dont on peut aussi mettre une négation devant. Alors, d'abord, il faut commencer d'abord avec toutes les CSR qui ont un seul opérateur jusqu'aux CSR qui ont 8 opérateurs. Et en fait, ça fait 725 milliards d'opérations à évaluer. Il y a quelques optimisations qu'on peut faire, hein. Par exemple, il y a des cas où les parenthèses ne font pas de différence, donc on peut les zapper. Ou alors, par exemple, si on multiplie deux nombres négatifs, on peut enlever les deux signes au moins. Et donc du coup, on a réussi à aller jusqu'à 2 milliards, hein, l'entier 32 bits le plus grand. Et on a trouvé des CSR pour 931 000 entiers différents, et donc pour les croissants, et pour les suites décroissantes, plus d'1 million d'entiers. Mais toujours, on a trouvé que pour 10 958, il n'y a vraiment pas de CSR qui existe. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est quelque chose d'un peu approximatif. Voilà cette expression qui donne un nombre pas entier, mais très proche de 10 958. Ah, par exemple, là, je peux vous montrer les CSR qui existent pour le nombre 185, qui ont toute la même longueur. Voilà, il y en a qu'on peut faire avec certaines opérations spécifiques. Dans cet exemple, donc des soustractions, des divisions, des exponentiations et des concaténations. Et il y a pas mal de nombres où on peut trouver des expressions où une certaine opération apparaît à une place spécifique. Alors on pourrait utiliser le CSR pour faire des proof of work, puisque en fait, étant donné un entier, c'est assez compliqué de trouver une CSR qui est égale, alors que c'est très facile à vérifier. Voilà, tout ce travail est disponible en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email. Thank you. Next up is how to become an Estonian e-resident. Donc le prochain talk, comment devenir un e-résident estonien. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Marcos et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment on devient un e-resident. Donc d'abord quelques questions au public. Qui a déjà été en Estonie? Donc quelques mains se lèvent, peut-être une dizaine. Et est-ce que certains d'entre vous sont déjà des e-résidents? Ok, donc l'Estonie est un des pays des Baltiques en Europe. Donc il a seulement 1,3 million d'habitants. Donc c'est assez petit. Donc je voudrais vous parler de pourquoi l'e-résidence, pourquoi devenir un e-résident et comment on en devient. Donc une raison, ça pourrait être de s'échapper du Neuland. Mais une autre raison, ce serait de rester à la pointe de la technologie. Donc depuis 2000, les Estoniens ont la possibilité d'accéder à Internet. Depuis 2002, ils ont accès à des ID cards, des numériques, à des cartes d'identité numériques. Donc les Estoniens peuvent voter en ligne depuis 2007 et le concept de e-résidence a commencé en 2014. Donc on peut même créer et gérer une entreprise européenne en ligne. Donc quelques nombres et quelques informations.
Donc, les e-résidents ont déjà créé environ 10 000 entreprises pour un revenu d'environ 32 millions d'euros. Donc, comment est-ce qu'on devient un e-résident? Donc, d'abord, il faut postuler. Donc, fournir notre identifiant national, notre adresse, d'autres informations. Donc, il faut payer 100 €. Dépêchez-vous parce qu'en 2020, ça va passer à 120 €. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. La troisième étape, c'est d'aller s'identifier auprès d'une ambassade. Donc, il y en a une à Berlin, par exemple, où vous allez montrer votre carte d'identité, laisser vos empreintes digitales et enfin, vous recevrez votre carte dans votre ambassade qui portera votre identifiant numérique. Donc, vous recevrez aussi un lecteur de carte dans une petite enveloppe. Et maintenant, vous pouvez installer votre lecteur de carte, donc qui fonctionne sur tous les systèmes auxquels vous pourriez penser. Donc, vous branchez la carte à le lecteur de carte à votre ordinateur, vous branchez vous mettez votre carte. Ensuite, vous serez capable de vous authentifier avec un PIN à 4 chiffres et de signer des documents avec un PIN à 5 chiffres. Donc, par exemple, signer des documents, ça va vous permettre d'établir votre entreprise quand vous aurez à le faire. Ok. Combien de gens sont intéressés? Ok, quelques-uns d'entre vous. Super. Donc, pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par ce que j'ai dit, visitez quand même l'Estonie, c'est un pays intéressant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots, donc juste tere, aite, negemist et tervisex. Donc, respectivement, bonjour, merci, à plus tard et à la vôtre. Merci pour votre attention. Alors, le suivant, c'est le village de l'infrastructure. Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous passez un super moment ici. Et je vais vous donner mon briefing, une idée que j'ai pour l'année prochaine, d'avoir une assemblée, un village de l'infrastructure. Et s'il y a des gens intéressés par ça, voilà, faites-moi signe. Alors, je commence. Alors, il y a 50 ans, le hacking nécessitait seulement quelques boutons, des câbles, de l'électronique de base pour hacker des téléphones, par exemple. Et ensuite, le temps a passé et les ordinateurs dont on avait besoin étaient d'abord à quelques heures de trajet, puis ensuite on a eu des ordinateurs à la maison, et puis maintenant on peut même avoir même des CPU à 64 cœurs. Mais en fait, en réalité, on utilise des tas d'ordinateurs dans notre vie, même indirectement. Par exemple, les cartes graphiques, elles ont déjà des milliers de cœurs. On peut trouver aussi des ASIC ou des CPU très rapides dans d'autres matériels. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette assemblée de qu'est-ce qu'on peut empiler, même si c'est des Raspberry Pi, des smart choses, des bananes, des FPGA, ou même juste des bons vieux x86, 64.
Alors, dans l'esprit du CCC, j'aimerais dire que toutes les architectures sont belles, peu importe lesquelles. Vous pouvez faire plein de choses complètement folles, hein. Quels seraient les besoins, les cas d'usage? Alors, par exemple, l'auto-hébergement, ça serait un des exemples où on n'a pas besoin euh, de choses très puissantes. On veut juste déléguer des tâches à différents systèmes. Ou alors des prouveurs NSA. Et puis, il faudrait faire une équipe rouge, une équipe bleue. Par exemple, on pourrait faire de l'OS Intelligence, du scan de vulnérabilité, orchestrer des clouds non consensuels, gérer des rainbow tables, ou faire du cloud in the middle, déployer des honeypots, faire de la sécurité pour les gens orientés un peu business. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, joignez-moi. Voilà, je vais mettre en place ce site web très rapidement. Et vous pouvez aussi me trouver sur IRC sur Hackint avec des Sapicas comme nickname. Et sinon, voici mon deck du congrès pour les quelques heures qui restent. Merci beaucoup. Thank you. Next up is how to run a bad awareness campaign. Alors, le prochain talk est comment faire une mauvaise campagne de sensibilisation. Donc, note des traducteurs. Cette présentation sera en allemand, donc nous ne la traduirons pas. Wie man eine schlechte Awareness-Kampagne leitet bzw. durchführt. Zunächst erstmal, was ist Awareness? Viele von euch kennen es vielleicht, für alle anderen, es ist prinzipiell im Sinne von Security das Wissen und Verhalten von Mitarbeitern bezüglich des Schutzes von Informationen innerhalb einer Organisation. Sprich, wissen die Mitarbeiter, wie sie sich verhalten sollen und wie sie ihre Informationen schützen. Da Social Engineering meist der erste Angriffsschritt ist, ist es relativ wichtig, nicht nur technische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sondern eben auch die Menschen zu schulen. Wir wollen das Ganze jetzt mal umdrehen und machen mal eine schlechte Kampagne. Sprich, unsere Ziele sind zum einen die Mitarbeiter unglücklich machen. Vielleicht sollen die auch die IT direkt hassen, also das wäre so die Steigerung davon. Außerdem wollen wir, dass Mitarbeiter nichts dabei lernen. Umsetzungstipps, also wie gehen wir das Ganze an? Es gibt ja diverse Möglichkeiten, eine Awareness-Kampagne zu fahren. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf eine Phishing-Kampagne hier. Und das Ganze starten wir am besten erstmal mit dem Mindset, Mitarbeiter sind ein Risiko. Sprich, wenn wir keine Mitarbeiter haben, stellen die keine Gefahr für die Firma dar. Entsprechend ist es vielleicht auch ganz gut, das Ganze so aufzubauen, dass wir Mitarbeiter entlassen können, wenn sie schlecht sind. Wir fangen das Ganze damit an, dass wir das Ganze nicht ankündigen, sprich wir überraschen die Mitarbeiter, dann haben die keine Ahnung, was passiert, wir sind erfolgreicher und sie mögen uns nicht. Also Ziel 1.1 erfüllt. Wir starten durch mit Massenphishing, sprich wir schicken am besten direkt allen Leuten dieselbe E-Mail zum selben Zeitpunkt, dann können die sich untereinander abstimmen. Das macht uns zwar vielleicht nicht ganz so erfolgreich, weil sie miteinander reden, anstatt irgendwie darauf hereinzufallen, sprich es wird schwieriger, die schwächeren Leute zu finden, aber sie lernen auf jeden Fall nichts dabei, weil sie einfach vor gewissen E-Mails gewarnt werden. Dann können wir natürlich, weil wir das durchführen, unsere Admin-Power nutzen, sprich wir können einfach die internen Mail-Server nutzen oder eben perfekt gebaute Phishing-Kampagnen starten, wo die Mitarbeiter keinerlei Chance haben, sie wirklich zu erkennen. Erfüllt eben, dass sie der Meinung sind, dass die IT sie komplett reinlegen will und gegen sie arbeitet. Entsprechend hassen sie die IT. Außerdem haben sie keine Chance, das Ganze zu erkennen, lernen entsprechend nicht, wie sie sich bei einem realen Angreifer verhalten könnten. Wir können persönlich werden, sprich wir können einfach, gerade wenn wir E-Mails von irgendwie Kollegen senden oder ähnlichem, Bezug nehmen auf deren Leben, sowas wie, hey, ich ziehe aus, will jemand meine Möbel kaufen? Kann den netten Nebeneffekt haben, dass irgendwie andere Leute plötzlich fragen, hey, du ziehst aus, was ist da los, ist bei dir irgendwie was kaputt? Macht Mitarbeiter auf jeden Fall unglücklich, ist auch nicht schlecht. Und wir wollen nicht über Fehlverhalten aufklären, sprich, wenn sie was Falsches machen, dann sollen sie irgendwie auf einer 404-Seite landen oder ähnlichem.
Dann wissen sie nicht, dass sie was falsch gemacht haben. Sie wissen nicht, wie sie sich in nächster Zukunft verbessern können, wie sie bei realen Angriffen sich zu verhalten haben. Entsprechend auch hier wieder das Ziel erreicht, Mitarbeiter lernen nichts. Jetzt wissen wir, wie wir eine schlechte Kampagne fahren. Theoretisch kann man aus all diesen Dingen ableiten, wie man eine gute fährt. Ich habe das Ganze mal ein bisschen abgeändert. Im Idealfall, wenn ihr den Leuten wirklich was beibringen wollt, geht hin und seht die Mitarbeiter und die IT als ein Team. Ihr wollt zusammen daran arbeiten, dass eure Firma sicherer wird. Kündigt das Ganze an, wartet einen Moment, bis ihr anfangt. Bis dahin haben die Mitarbeiter wieder vergessen, dass ihr sowas vorhabt. Sprich, das verfälscht nicht eure Statistik, aber wenn sie sich falsch verhalten, erinnern sich daran, da war eine Ankündigung, sie wollen das mit uns machen, sie wollen uns dabei helfen, die Firma zu schützen und sie sind entsprechend nicht sauer auf euch. Macht kein Massenphishing, sondern geht auf Spearphishing. Reale Angreifer, ja, sie schicken teilweise eine E-Mail an alle, die exakt dieselbe ist, aber im Idealfall schicken die jedem eine individuelle Mail zu individuellen Zeitpunkten und Ähnlichem. Entsprechend habt ihr da höhere Chance, jeden mal zu erreichen, jeden eventuell mal zu erwischen und jeder kann lernen, beziehungsweise die Leute bleiben dauerhaft wachsam und stimmen sich eben nicht so ab. Dann sollte man nur die Fähigkeiten eines Angreifers einnehmen, weil ein Angreifer ist halt erstmal, also bevor er euch Technik gehackt hat, ist er erstmal nur fähig, von außen Informationen zu senden. Entsprechend bringt es nichts, wenn ihr eure komplette Adminkraft einsetzt, weil ihr könnt einfach mehr als ein realer Angreifer das tun kann. Bleibt entsprechend ausreichend allgemein, also sagt nicht, ich ziehe um und möchte meine Möbel verkaufen, sondern irgendwie ein Bekannter zieht um und möchte seine Möbel verkaufen oder Ähnliches. Damit macht ihr eure Mitarbeiter nicht sauer, beziehungsweise es fühlt sich hoffentlich keiner der gewählten Absender hintergangen, beziehungsweise ist sauer auf euch. Und entsprechend klärt über Fehlverhalten auf, bringt den Leuten bei, wie sie sich richtig zu verhalten haben, und zwar in genau dem Moment, in dem sie sich falsch verhalten. Prinzipiell gilt auch, es gibt diverse Anbieter, bei denen ihr euch Hilfe holen könnt oder die ihr dafür engagieren könnt, die wissen, was man tun sollte oder auch nicht. Falls ihr irgendwie Fragen dazu habt oder mich kontaktieren wollt, sind hier nochmal Twitter und eine E-Mail und dann danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. So, next up is Donc, la prochaine présentation sera le quantum de vie comme une structure auto-organisée sous archicale. Sous archique plutôt. Est-ce que le speaker est présent? we have some people from the waiting list here, but we'll just continue with the next talk now. And yeah, we'll see. I'll call it. Bon, on va voir, le speaker n'a pas l'air d'être ici. Talk before the break, right? On va poursuivre. Ah bah en fait c'était le dernier talk avant la pause. Okay, then where are the people from the waiting list? Ok, est-ce qu'il y a des gens de la liste d'attente? Nobody showed up. Okay. So Personne. that's a bit sad because C'est un peu triste parce que du coup on a beaucoup de temps pour rien. no, he left actually. All right, then yeah, we're gonna have a break until 12:30 right now. D'accord, donc on va faire une pause jusqu'à 12h30. Actually, I don't have the slides for the people who slides do you need? Yeah, everything was here yesterday, but you can. Yeah, it's a lot. No, I mean, I told the waiting list people to come here 15 minutes before the break, and it's still not 15 minutes before the break. So, I don't know, maybe we wait a little and whistle the Jeopardy melody or something? There's someone. I don't know. You're the first one after the break. Okay. I mean, we can just take your talk and do it right now. Ok, bon bah finalement on va peut-être faire le talk de juste après la pause. Merci.
On va continuer avec la prochaine présentation après, parce que c'est important d'aligner tout. C'est parti. Bonjour tout le monde, moi c'est Julie Lascaux. Je suis une artiste et chercheuse qui se concentre sur la technologie dans les médias. Et donc j'ai fait une thèse sur l'intersection entre la culture des hackers et l'activisme et tout ce qui est historique, les vues historiques de l'art contemporain. Et j'écris un livre en ce moment. Donc c'est un petit peu dur pour moi de mettre toutes ces informations dans une toute petite présentation. Donc venez me voir après si vous voulez en parler. Ou si vous me trouvez pas, si vous me trouvez pas là-bas, je suis sûrement dans un bain moussant. Donc pour pouvoir examiner l'intersection entre l'art avant-garde historique, qui inclut tout ce qui est après la Première Guerre mondiale, on regarde les définitions du hacking. Donc, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est hacking. D'habitude, moi, je l'explique. J'utilise cette définition ici. Donc, le hacking, c'est produire des nouvelles inventions en utilisant les nouvelles technologies et en les mélangeant. Je ne veux sûrement pas vous dire ce que c'est l'ingénierie et les mouvements sociaux, mais voilà, quelques similarités. Vous pouvez regarder ce qu'il y a. Et en fait, voilà, je vais vous donner les similarités entre la culture hacker, l'activisme et l'art avant-garde. Donc, je regarde principalement le dadaïsme. Et c'est assez apparent pour moi, dès le début, qu'il y a beaucoup de similarités. Par exemple, le fait de violer les frontières, les pratiques de faire des manifestes qui ont pour but de faire un futur un peu utopique entre les sociétés. L'idée, c'est de créer de nouveaux secteurs sociaux. Et on a en fait un besoin de créer ces nouveaux paradigmes, un besoin canonique pour pouvoir créer et interférer de manière révolutionnaire, pour pouvoir comprendre mieux ce qui se passe dans ces similarités. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des traditions pour essayer d'interpréter l'art avant-garde et les pièces d'art pour comprendre aussi bien sûr les actes des hackers et de comprendre mieux ce qui se passe entre eux. Donc le prochain panneau de ma présentation, on voit quelques pièces d'art avant-garde. On peut voir la fontaine de Duchamp qui est comparée à un Zero Day, qui est loin de la créativité, qui est près de la créativité et de l'innovation parce que ça n'a jamais été fait en termes de vulnérabilité. Alors que tout ce qui a été fait après, au final, c'est plus un 0 day, c'est un 0 plus 1 parce qu'il y a moins d'innovation et moins d'appréciation de la communauté parce que c'est moins original. Tout ce qui est l'ingénierie sociale, c'est assez gros dans le milieu. On voit par exemple ici, en 1990, à Zurich, il y a eu cet événement où les gens ont lu des textes. L'idée, c'était de provoquer des idées chaotiques et tout un bazar. Et au final, ils ont réussi à faire ça. Et donc, c'est proche de l'art dadaïsme. Parce que l'idée, c'est de reconstruire l'art dadaïsme avec ce genre de mouvement. On voit du coup que le but derrière ces mouvements, c'est d'apprécier l'art avant-garde. Et le but, c'est plutôt d'avoir des changements dans la société. Alors que, par exemple, quand on achète un t-shirt en tant que souvenir, c'est plutôt des gains personnels parce qu'on veut se montrer nous-mêmes avec ces différences. C'est peut-être un peu nouveau pour vous, mais moi, ce que je voulais, c'était examiner un petit peu la culture hacker dans le contexte
de ce qui est déjà disponible et de ce qui est déjà disponible pour l'art avant-garde. Il y a un bouquin qui est super intéressant qui parle des processus derrière l'art avant-garde, qui est très différent du coup de ce qu'est l'art classique. Donc, au lieu de regarder un objet comme celui-là, on regarde le processus de cet objet et comment il est créé. Donc, pour cette analyse qu'on voit sur l'écran, l'art avant-garde, la pièce d'art d'avant-garde va essayer de déconstruire. En fait, on a besoin de comprendre le processus de la création plutôt que regarder à l'objet lui-même. Donc, il faut qu'on comprenne les processus qui sont faits derrière et on doit faire abstraction de ça et voir la représentation en elle-même. Et c'est un petit peu pareil, l'activisme, parce que c'est la même chose, mais ça vise plus le côté social. On crée du coup des nouveautés, des choses un peu différentes dont on n'a pas l'habitude. Et donc il y a un paradoxe. On a vraiment un paradoxe entre ces deux domaines. Dans ce livre, on voit 6 caractéristiques de ce processus éphémère par rapport au fait que l'art avant-garde est souvent là, éphémère et n'est pas là pour longtemps. C'est rare qu'on ait un objet qu'on garde. Souvent, c'est vendu après coup. Et le but, c'est de hacker un peu le marché de l'art. Et c'est pareil pour les hackers. C'est beaucoup de choses qui sont faites dans un but très court et du coup, c'est pas fait pour rester. Combinatoire, parce que au final, je vois ça dans l'art et je vois aussi dans les hackers. Et c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un slide que vous voulez montrer peut-être pour qu'on puisse voir vite fait? Alors juste pour finir, je voudrais juste faire un parallèle qui est que l'avant-garde ou que la culture hacker n'a pas pour but de vraiment détruire toute la société, ou en tout cas ne le fait pas, ou ne révolutionne pas complètement, mais les interventions qui sont créées grâce à ces mouvements vont changer les institutions pour toujours. Merci. Alors, blockchain, Ethereum, ça craint, mais c'est cool. Ok. Alors, bon, j'ai sous-titré un peu ma présentation. Oui, bon, alors souvent, mais pas seulement un moyen de frauder. Alors bon, c'est bien d'avoir des petits mots-clés pour Google. Alors, je dirais que quand les gens parlent de blockchain, je voudrais aussi dire ces mots-là. Alors, les gens parlent de ces 3 choses. Un système où tout est signé. Et donc, on peut savoir potentiellement d'où vient tout. Une logique commune. Par exemple, les smart contracts. Ou alors c'est... Et puis, une façon de dire un ordre stable et fiable des événements. Donc, par exemple, et le modèle de menace est différent pour les gens qui utilisent des blockchains. Alors si on regarde ça un peu plus en détail, donc la partie de signature se fait avec des portefeuilles. Donc certains sont faits en matériel, d'autres avec des téléphones portables. Et donc ce qui est important, c'est que les scripts sont déterministes. Et le dernier morceau, c'est un système de consensus très fort, par exemple le consensus de Nakamoto, qui consiste à gaspiller l'électricité, mais il y a plusieurs autres façons de le faire. Donc, pour résumer,
Le vrai intérêt d'avoir une blockchain, c'est d'avoir un ordinateur très 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 lent, mais honnête et transparent. Alors c'est pas la seule chose dont vous avez besoin, puisque en général dans les projets blockchain, il y a ces choses-là, la Sainte Trinité, donc une façon de s'envoyer des messages, une forme de stockage distribué, sans reposer sur un serveur central, et une sorte de consensus. Donc c'est vraiment un ordinateur lent et fiable. Et bon, en général, vous ne voulez pas utiliser un ordinateur qui met 50 secondes à répondre, mais parfois vous avez besoin de... Alors la Sainte Trinité, c'est vraiment un truc d'Ethereum. Si vous parlez à des extrémistes du Bitcoin, ils vont vous dire que le but de tout ça, c'est d'avoir une monnaie. Et moi, je suis pas d'accord. Alors, ces systèmes, ils sont bien pourquoi, par exemple? Pour la finance, il y a pas mal de choses assez intéressantes qui sont sur l'emprunt et le prêt. Donc, les registres, donc par exemple pour enregistrer la propriété, ce genre de choses. Les systèmes de nommage décentralisés, les jeux de confiance, l'organisation et puis aussi les schémas de Ponzi. Alors voici quelques projets intéressants. Alors Uniswap, c'est pour s'échanger des choses. Uport, alors c'est pour prouver des choses. Donc par exemple des identités, etc. On a un système d'organisation assez sympa. Et Materium, qui est un truc assez ambitieux pour coder des contrats juridiques. Donc un système intéressant